Allez hop, en route pour une visite express au pays des maths. Cet endroit étrange où on croise des graphes hiérarchiques, des pavages semi-périodiques, des polytopes de dimension 4 et même parfois des choses utiles. Pour jeter un œil au paysage, il vous suffit d'un guide, c'est moi, et d'un cerveau en état de marche, ça c'est vous. Quelque part à l'ouest du pays des mathématiques, se trouve le laboratoire de psychologie probabiliste de l'université de Hazardville. Ici, de courageux mathématiciens se penchent sur un sujet particulièrement casse-gueule, le hasard. Alors de prime abord, on pourrait imaginer que le hasard, tel qu'il apparaît par exemple au cours d'une suite de pile ou face, se situe en dehors du champ des mathématiques. C'est mal connaître les mathématiciens qui adorent mettre leur nez là où on ne les attend pas. Ils ont donc entrepris de décrire le hasard en termes mathématiques. C'est ce qu'on appelle la théorie des probabilités. En se risquant sur ce terrain aléatoire, on rencontre des obstacles imprévus, bien évidemment, des créatures redoutables et des questionnements qui font vaciller la raison. Les premières tentatives datent du XVIe siècle, lorsque l'Italien Jérôme Cardan s'intéresse au jeu de hasard dans son livre « Liber de Ludo Alea ». Mais c'est au début du XXe, avec Andrei Kolmogorov, que les probabilités sont entrées dans l'ère moderne. Voyons comment ça marche. Pour commencer, on attribue à la probabilité d'un événement une valeur numérique comprise entre 0 et 1. 0 signifie impossible et 1 certain. Entre ces deux limites se situe le champ du possible. Si on appelle P de face et P de pile les probabilités respectives d'obtenir pile ou face lors d'un lancer, on sait que si la pièce est équilibrée, alors P de face égale P de pile égale 0,5. Avec un dé, les probabilités de tirer un 1, un 2 ou un 6 sont les mêmes. Un sixième, soit 0,1666666. Jusque-là, rien de bouleversant, mais ça se complique lorsque les événements ne sont pas exclusifs. Avec le dé, on tire un 2 ou un 6 ou un 3, jamais les deux en même temps. Mais il existe aussi des cas plus complexes. Deux événements A et B peuvent avoir lieu en même temps. Une carte à jouer, par exemple, peut être à la fois un valet et un trèfle. En plus de calculer la probabilité de A et celle de B, on peut aussi calculer la probabilité de l'événement A et B, ainsi que celle de A ou B. Grâce aux probabilités, le hasard semble donc domestiqué. Mais à quoi ça sert au fait de domestiquer le hasard ? Voilà une question que certains mathématiciens risquent de très mal prendre, et par ailleurs, ça sert. Par exemple, à calculer des probabilités conditionnelles, c'est-à-dire à trouver les liens cachés entre deux événements. Comment un événement A influence-t-il un événement B? Autrement dit, quelle est la probabilité conditionnelle de B sachant A, qui se note comme ça avec une barre verticale entre les deux événements? On va prendre un exemple. Disons que A est l'événement « j'ai laissé une fenêtre ouverte en sortant » et disons que B est l'événement « le chat est entré dans la maison ». La question que je voudrais résoudre est la suivante. Si je rentre et que je trouve le chat chez moi, quelle est la probabilité que la fenêtre soit ouverte? Pour le déterminer, on va utiliser un théorème découvert au XVIIIe siècle par le révérend Thomas Bayes, qui affirme que probabilité de A sachant B est égale à probabilité de B sachant A multipliée par probabilité de A divisé par probabilité de B. Dans le cas qui nous occupe, ça signifie que P de fenêtre ouverte sachant chat égale P de chat sachant fenêtre ouverte multiplié par P de fenêtre ouverte divisé par P de chat. Pour faire le calcul, il va me falloir quelques données de départ. Par exemple, je considère qu'il y a une chance sur deux que j'ai laissé la fenêtre ouverte, c'est-à-dire que P de fenêtre ouverte est égal à 0,5. J'évalue à 1/3 le nombre de fois où le chat est dans la maison quand je rentre, c'est-à-dire que P de chat égale 0,33 environ. Et enfin, j'ai remarqué que quand la fenêtre est ouverte, le chat rentre une fois sur deux, autrement dit, P de chat sachant fenêtre ouverte égale 0,5. Je prends ensuite la formule de Bayes qui, ça tombe bien, s'adapte parfaitement à mon problème, j'y glisse les valeurs numériques et j'en conclus que, compte tenu de mes hypothèses, P de fenêtre ouverte sachant chat est égal à 0,75. Si je trouve le chat dans la maison en rentrant chez moi,
il y a 75% de chances pour que j'ai laissé la fenêtre ouverte. On aurait pu s'en douter? Peut-être, mais ce qui change tout, c'est qu'on a maintenant une valeur numérique précise. Et quand on vend des assurances ou des prévisions météo, c'est un avantage inestimable. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est lorsque le calcul des probabilités nous dit des choses moins intuitives, voire contre-intuitives. Nous voici sur le plateau d'un jeu télévisé américain des années 70. Monty Hall, le présentateur, vous montre 3 portes. Derrière l'une d'elles se trouve une Cadillac flambant neuve, derrière les 2 autres, une chèvre. Alors je précise que ça se passe avant le choc pétrolier et le dérèglement climatique, c'est donc bien la Cadillac que vous êtes supposé convoiter. Si vous ouvrez la bonne porte, vous gagnez la voiture, sinon vous repartez avec une chèvre. Vous choisissez donc une porte au hasard, conscient d'avoir seulement une chance sur 3 de gagner, et c'est là que ça se complique. Au lieu d'ouvrir la porte que vous avez choisie, Monty ouvre l'une des 2 autres portes, derrière laquelle il vous montre qu'il y a une chèvre. Il vous propose alors de modifier votre choix. Est-ce que vous avez intérêt, ou pas, à profiter de sa proposition? Alors il existe plusieurs façons d'envisager le problème. La plus immédiate est de se dire que la porte B étant éliminée, il reste 2 portes, A et C, avec des probabilités de gain de 50% chacune. J'ai donc maintenant une chance sur 2, il ne sert à rien de modifier mon choix. Seulement voilà, en appliquant le théorème de Bayes, un calcul analogue à celui qu'on a vu pour le chat et la fenêtre aboutit à un résultat différent. Sachant qu'il y a une chèvre derrière la porte B, les chances sont de 1/3 pour la porte A choisie initialement et 2/3 pour la porte C. Si on croit aux mathématiques, il est clair que l'intuition ne donne pas la réponse correcte. Il faut changer de porte. En 1990, la journaliste Marilyn Vos Savant présenta le problème ainsi que la solution qu'on vient de voir dans un article grand public. Un article qui lui valut un véritable tsunami de courrier. Sur les 10 000 lettres reçues, une vaste majorité contestait la solution proposée et certaines étaient signées du nom d'éminents mathématiciens qui suggéraient à la journaliste de mieux se documenter. Comment un tel désaccord est-il possible? La question n'est pas philosophique, elle est bien réelle. On peut la tester expérimentalement en renouvelant l'expérience plusieurs fois. On constate alors que les gains obtenus sont en effet plus nombreux en changeant de porte. Comment comprendre ce résultat bizarre qui semble dire que certaines portes sont plus égales que d'autres? On va essayer de le comprendre intuitivement. Disons que j'ai choisi la porte A. Il y a bien un seul cas sur les 3 possibles qui va me faire gagner. Si au contraire, je change de porte, il y a un cas sur 3 où je serai perdant, celui où j'étais tombé précédemment sur la bonne, mais dans chacun des autres cas, je suis gagnant. Si la voiture est derrière la porte B, Monty ouvre la C et je choisis donc la bonne porte, la B. Si elle est derrière la C, alors Monty ouvre la B et je choisis la C. Je suis gagnant dans les 2 cas. C'est en fait comme s'il me donnait la possibilité d'ouvrir les 2 autres portes au lieu de celle que j'ai choisie en premier. Présenté de cette façon, le problème n'a plus grand-chose de paradoxal. J'augmente bien mes chances en changeant de porte. Ce que Monty Hall nous aide à comprendre, c'est que le calcul des probabilités décrit un monde subjectif qui dépend de l'information dont dispose l'observateur. L'apparente équivalence entre les 2 portes est une illusion d'optique. L'information reçue entre-temps a condensé 2 portes en une. Et si vous avez encore des doutes, sachez que vous êtes en bonne compagnie. Certains des mathématiciens qui avaient écrit à Marilyn Vos Savant ont fait amende honorable, mais d'autres n'ont jamais voulu reconnaître leur erreur, et la légende dit même que Paul Erdos, l'immense mathématicien hongrois, n'a jamais tout à fait accepté ce résultat. Comme l'expliquait l'un des mathématiciens impliqués dans la polémique, nos cerveaux ne sont tout simplement pas câblés pour faire des probabilités.